Join la session. So I see we have a couple of participants coming in. Alors, bonjour et bienvenue à la réunion d'ERPIN destinée aux représentants du secteur privé. Je vois que quelques participants commencent à rejoindre la session. Juste une petite note avant le coup d'envoi, pour vous rappeler que vous pouvez déposer vos questions dans la boîte Q&R qui se trouve en bas de votre écran. Et vous pouvez également lever la main pendant la séance questions-réponses et vous serez invité par le modérateur à intervenir. J'espère que c'est bien noté. Déposez vos questions dans la boîte QEA en bas de votre écran et puis levez la main si vous souhaitez intervenir en direct et vous serez invité à intervenir. Donc, je passe maintenant la parole à notre modérateur. Il s'agit de Monsieur Bagoré Batili. Il est le DG de la laiterie du BGR et également membre du groupe consultatif d'ERPIN. À vous l'antenne. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous et tous. Je ne vois pas encore qui est là ou qui n'est pas là, donc je regardais la liste participants. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette invitation et particulièrement bonjour à tous les amis avec qui on collabore. Euh, voilà, ben, comme il a été dit, moi je dirige la laiterie du Berger, qui est une société au Sénégal hein, de fabrication de produits laitiers. Je pense qu'une des clés de notre succès, c'est qu'on a très vite utilisé des données, des systèmes de rassemblement des données, à la fois sur les éleveurs, hein, mais également sur le marché, les points de vente. En tout cas, on a tout de suite très vite utilisé la consolidation de données pour prendre nos décisions. Voilà, le DERP, il me semble être un, énorme opportunité pour aller inspirer, montrer jusqu'où on peut aller avec l'utilisation des données, avec une approche moderne. Voilà. Donc, je laisse peut-être la parole à Ousmane pour qu'il présente l'ERPIN plus précisément. Merci, Bagoré. C'est un plaisir de te revoir. Chers amis, invités participants, bienvenue à cet atelier de partage. Je m'appelle Ousmane Badiane, je suis le chairperson, executive chairperson de l'Académie 2063. Le projet d'ERPIN que nous menons en partenariat avec des équipes techniques de 5 pays, dont le Sénégal, à côté de l'Ouganda, le Malawi, le Ghana et je pense il y a un cinquième qui m'échappe pour le moment. OK? Et le Bénin, voilà, c'est le cinquième. Et le Bénin. C'est un projet qui, en fait, cherche à développer des produits, des bases de données, des outils numériques digitaux qui puissent appuyer dans la prise de décision aussi bien les décideurs que les acteurs privés que vous êtes, mais aussi les acteurs de la recherche et de la société civile, mais également des organisations de producteurs. L'idée, c'est de voir comment nous pouvons, en Afrique, jouer un rôle pionnier dans la maîtrise des outils numériques les plus avancés, donc la télédétection, mais surtout l'intelligence artificielle, pour augmenter l'offre de données et d'informations techniques puisse être utile à tous les acteurs dans les chaînes de valeur agro-industrielles. Ce que vous verrez ici aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement des résultats finaux que nous présentons. Nous avons une approche dynamique pour cette recherche. C'est d'échanger avec vous en cours de route, de vous montrer ce que nous avons envie de faire, afin de pouvoir bénéficier de vos suggestions, de vos recommandations et de votre input pour nous permettre de mieux façonner ces produits afin de maximiser en tout cas leur utilité et espérons également leur utilisation par tous les différents groupes d'acteurs. Donc, je vous remercie pour le temps que vous allez passer avec nous et surtout éventuellement pour le partenariat, la collaboration que nous pourrons nouer avec vous
à travers ce projet. Donc, je vais retourner la parole à notre président de séance, à Bagoré. Et merci encore une fois à tout le monde. Et donc, de bons travaux, je vous souhaite à tous. Merci. Merci Ousmane. Pardon, j'étais sur mute. Et donc peut-être que Julie, tu peux partager le premier pool de questions auxquelles on avait pensé, en même temps qu'on passe à à la présentation du projet d'ERPIN un peu plus approfondi. Oui, merci. En fait, OK, voilà. Merci, Baroré, et bonjour à tout le monde. Bienvenue. Je m'appelle Julie Collins et je suis la coordonnatrice du projet DERPIN à Academia 2063. Et je vais maintenant vous parler un peu du projet, juste pour quelques minutes. Mais nous voudrions aussi avoir un peu de feedback de votre part déjà. Um, Aujourd'hui, on va beaucoup parler de vos besoins en information et données. Et nous voudrions vous poser quelques questions rapides sur votre usage de données. Donc, on vient de commencer un petit sondage pour vous avec 3 questions, juste pour savoir un peu plus sur vos besoins en données. Donc, vous pouvez prendre 1 minute maintenant pour répondre aux questions. Le le temps que j'avance un peu mes diapos, puis je vous parlerai du projet DERPIN. Et après, vous aurez plus d'informations sur les résultats, sur les données, sur les informations qu'on produit par le projet. Vous pouvez continuer à répondre au sondage pendant quelques minutes. Je vais commencer le vue d'ensemble du projet. Donc, le projet DERPIN, c'est-à-dire Innovation en matière de politique nutritionnelle et de résilience grâce au numérique. C'est un projet qui vise à accroître la disponibilité, l'accessibilité des informations et des données et des preuves um, pour, euh, pour soutenir la prise de décision. Ce projet, c'est un projet de 2 ans et demi, un projet mandaté par le ministère fédéral allemand, BMZ, et exécuté pour le compte de la GIZ. C'est exécuté par Academia 2063 en collaboration avec la PAFO et avec des partenaires nationaux. Donc, avec des organisations paysannes dans les 5 pays d'ERPIN et aussi avec des organisations de recherche dans chaque pays. Et comme vous avez entendu, ce projet vise à renforcer les capacités des acteurs des systèmes alimentaires pour concevoir des solutions efficaces pour la transformation durable des systèmes alimentaires. Et on fait ça en exploitant les technologies et les ressources numériques pour doter les parties prenantes des outils et des informations nécessaires à la prise de décision. Donc, l'approche du projet, c'est de rendre plus disponibles et plus accessibles les informations, des données, des preuves. Dans ce projet, on cible plusieurs catégories de parties prenantes, les gouvernements, les producteurs, le secteur privé, entre autres. Et aujourd'hui, on va parler surtout du potentiel du projet pour soutenir la prise de décision du secteur privé. Du secteur privé. Um, dans, dans ce projet, nous avons plusieurs axes de travail analytiques. En premier, on produit des données agricoles qui sont basées sur la télédétection et l'intelligence artificielle. Là, il s'agit de la modélisation et la cartographie des cultures qui permettent de faire des prédictions de production très précises. Il y a aussi beaucoup d'autres applications dont mes collègues vont vous en parler un peu plus. Il y a un deuxième axe de travail sur l'adéquation nutritionnelle et la vulnérabilité multidimensionnelle.
Et là, on estime et on cartographe l'adéquation de la consommation des nutriments et aussi la vulnérabilité des communautés. Toutes ces analyses, on les partage via des plateformes en ligne. On développe aussi d'autres produits et services pour partager les informations. Et également, on fait des événements d'apprentissage comme aujourd'hui et on en planifie d'autres dont on va vous parler. Les objectifs de notre réunion aujourd'hui, c'est d'abord de présenter le projet et ses résultats aux représentants du secteur privé et aussi d'avoir vos commentaires sur vos besoins en termes d'informations et de données et aussi votre idée sur le potentiel du projet pour répondre à ces besoins. On voudrait avoir vos idées sur comment les résultats du projet pourraient être utilisés. On voudrait aussi vous offrir des opportunités pour discuter de la possibilité de développer des produits et des services à partir des données d'Urban. Toutes les données et les résultats d'Urban seront disponibles publiquement et vous êtes les bienvenus de les utiliser pour développer d'autres projets, d'autres produits et services commerciaux. Donc, on va d'abord entendre un peu plus du projet de mes collègues qui vont parler des axes de travail du projet. Après, on va avoir une discussion sur vos besoins en information et sur le potentiel du projet pour répondre à ces besoins. Mais vous aurez aussi, après chaque présentation, vous aurez l'opportunité de poser quelques questions techniques avant la discussion à la fin. Donc, je vais maintenant, je vais clôturer le sondage. Je vois que la plupart des gens qui ont répondu ont besoin, ont vraiment beaucoup besoin de données pour soutenir la prise de décision. On va en parler beaucoup plus aujourd'hui. Donc, je termine le sondage maintenant et Bagoré, à vous la parole. Ok, très bien. Merci beaucoup, Julie. Je suis content. J'avais une crainte sur le fait que les gens aient eu le temps de lire le sondage, les premiers pools de questions déjà, mais avec ta présentation, si tu me dis que c'est bon, on peut passer. Oh, ben c'est super, super. Et donc, on peut en effet passer à la session suivante où on va présenter concrètement une des activités du programme d'ERPIN. C'est bon? C'est bon, oui. En fait, c'est notre collègue Dr. Tankari qui va présenter maintenant. À vous, Tankari, à toi. Bonjour tout le monde, je vais partager mon écran. Ok, j'espère que vous voyez mon écran. Absolument. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Euh, je me nomme Mohamed Tankari. Je suis le directeur adjoint du département capacité et déploiement. Je suis membre de l'équipe du projet. Donc, dans le cadre de ce projet, mon rôle est d'apporter un leadership technique, plus particulièrement dans le cadre de la modélisation qui est nécessitée pour la mise en place des différents outils. Donc, je vais vous parler des produits de ce projet, donc, qui s'appelle FS Core. Donc, c'est un outil qui a été développé et qui fournit des informations importantes, plus particulièrement pour le secteur privé. Donc, je vais d'abord commencer par de parler de l'engagement du secteur privé pour la nutrition. Donc, je pense qu'il y a un consensus que le secteur privé a un rôle très important à jouer et ce rôle est vraiment crucial, plus particulièrement son engagement si nous voulons, par exemple, améliorer durablement donc, les résultats en matière de nutrition. Pourquoi cela?
Il y a un certain nombre de canaux à travers lesquels on peut améliorer donc la nutrition et c'est le secteur privé qui peut véritablement jouer un rôle. Nous avons d'abord donc l'agriculture sensible à la nutrition. Donc pour cela, à travers les investissements donc dans différentes chaînes de valeur qui peuvent nous permettre d'accroître donc l'offre des aliments plus nutritifs, le secteur privé peut jouer un rôle crucial là-bas. On a également donc la fortification alimentaire. Donc, c'est le secteur privé qui peut jouer un rôle clé, donc en permettant donc de mettre à l'échelle certaines pratiques, donc à travers donc la fortification pour certains produits qu'on peut identifier comme les principaux véhicules. Ensuite, nous avons aussi le secteur privé qui peut jouer un rôle, qui peut innover, proposer des solutions donc locales par rapport, par exemple, à la formulation de certains aliments, donc des aliments plus nutritifs. Mais pour pouvoir efficacement contribuer, on a besoin des informations. Donc, pour ces informations, il nous faut des outils qui nous permettent donc de générer des informations qui pourront nous guider, ou qui pourront guider le secteur privé par rapport donc à la formulation de ces différents produits ou bien s'engager de façon plus efficace. Donc, c'est dans ces cadres qu'on a développé un outil qui s'appelle donc la plateforme d'observation et de réponse aux crises des systèmes alimentaires, FS-Core. Donc, c'est un outil qui permet donc de générer des connaissances donc sur l'adéquation nutritionnelle et aussi la vulnérabilité. Plus particulièrement, à travers ces outils, les informations peuvent permettre donc de créer de la demande, puisque si vous adaptez, par exemple, les produits qui sont générés aux besoins spécifiques, on peut penser que serait possible donc de créer de la demande. Et aussi, ça peut permettre au secteur privé, en utilisant ces informations, de mieux s'engager donc dans des partenariats publics-privés. Donc, il y a deux types d'informations. Donc, à travers ces outils, cet outil qui est là, on peut savoir, donc, il est possible donc de faire des analyses sur les schémas de vulnérabilité. Par exemple, cet outil peut nous permettre de savoir où est-ce qu'il y a un cas de choc, puisque nous savons que les chocs sont de plus en plus récurrents, où est-ce que nous pourrons avoir plus d'impact, donc sur le bien-être des individus. Et aussi, on peut faire une analyse de l'adéquation nutritionnelle. Par exemple, si on veut, en termes d'efforts, nutritionnel ou bien orienter les choix. Donc, l'outil peut nous permettre de savoir la réponse par rapport, par exemple, au changement du prix, au revenu, et donc guider les interventions. Donc, pour la mise en place de cet outil, il y a une méthodologie qui a été adoptée. D'abord, en termes de vulnérabilité, on a essayé donc de mettre en place un indicateur. C'est un indicateur qui se base sur des facteurs qui sont reconnus principalement en termes donc par rapport à leur influence sur la vulnérabilité. On a donc considéré l'insécurité alimentaire, la qualité des systèmes de santé, on a aussi la vulnérabilité au changement climatique et aussi un autre facteur important qui est l'adéquation nutritionnelle des ménages. Donc, on a essayé donc d'agréger cette information pour mettre en place un indicateur et aussi on a combiné bon, les principales sources de ces informations. Donc, on a les enquêtes EDS qui portent donc sur les aspects démographiques et sociaux. Et on a aussi également utilisé d'autres enquêtes ménages. Donc, c'est cet indicateur qu'on a mis en place qui nous a permis en fait de classifier, donc mettre en place une typologie de la vulnérabilité. Donc, faire ressortir la vulnérabilité spatiale, donc en fonction donc des différentes régions et aussi même par rapport aux différents groupes sociaux. Par exemple, que ce soit les ménages dirigés par les hommes ou bien par les femmes. La seconde étape par rapport à l'adéquation nutritionnelle, ici, on a mobilisé des données d'enquête ménage, plus particulièrement des données qui portent sur la consommation alimentaire pour pouvoir extraire des informations par rapport aux nutriments qu'on utilise ici pour l'analyse. Et on a essayé donc de les comparer, par exemple, par rapport à l'apport nutritionnel qui est recommandé pour pouvoir identifier les ménages, par rapport au profil d'abord pour identifier les ménages qui arrivent à satisfaire leur niveau, leurs besoins en nutriments. Et ensuite, on a procédé donc à l'analyse donc, de ces résultats pour établir donc, le profil. En plus de cette analyse descriptive, on a essayé de mettre en place des modèles, donc en créant des relations qui nous permettent de savoir le lien, par exemple, entre les prix, le revenu et aussi la réponse des ménages ou bien la demande de ces différents nutriments par rapport au changement donc, du prix ou bien du revenu. Donc, c'est des élasticités qu'on a estimées, donc c'est des paramètres qui nous permettent de mesurer la réponse par rapport à ces changements donc,
des aspects qui reflètent, par exemple, la situation du marché, les prix, ou bien même le revenu des ménages. Donc, je vous présente ici une image donc, de la plateforme en ligne, globalement, comment est-ce qu'elle se présente. Actuellement, donc, l'outil est disponible pour 5 pays, le Bénin, le Malawi, le Sénégal, le Ghana et l'Ouganda. Donc, comme on peut le voir ici, on a deux composantes principales. La première composante ici nous permet de localiser ou bien d'identifier en fait les zones qui sont vulnérables. Donc, sur la base de l'indice composite qu'on a mis en place, ensuite, en fonction donc de ces sous-composantes, puisqu'on avait vu qu'on a considéré différents facteurs pour cet indice, donc on peut essayer de savoir par rapport à une dimension donnée, par exemple par rapport au changement climatique, par rapport à l'adéquation nutritionnelle, on peut faire aussi afficher le profil et identifier donc des zones qui sont vulnérables, par exemple en cas de choc, où est-ce que probablement l'effet sera dévastateur. Et à droite, nous avons maintenant un outil de simulation qui nous permet aussi d'avoir donc le profil, la situation actuelle, et aussi de mesurer l'impact. Par exemple, de mesurer la réponse. Par exemple, s'il y a une intervention qui affecte les prix, ou bien un changement au niveau des marchés, ou bien un choc, quelque chose qui affecte les prix, on peut savoir quelle sera donc la réponse ou bien l'impact sur la situation nutritionnelle des ménages. Donc là, ça, c'est la deuxième composante. Donc, ça nous permet de savoir, d'avoir une idée du profil, mais aussi la réponse des ménages. Donc, ce qui est un élément important. Donc, toutes ces informations, je pense que euh, c'est des informations quand même qui sont capitales par rapport donc à la prise de décision, pour tous les acteurs qui sont intéressés par le développement de la nutrition. Donc, je vais terminer par l'apport de cet outil. Donc, c'est vraiment un outil très important pour les agriculteurs, les chercheurs, les décideurs politiques et en particulier pour le secteur privé. Donc, on peut dire que les entreprises peuvent tirer parti des informations fournies par cet outil, par exemple pour développer et promouvoir des aliments enrichis ou des produits riches en nutriments. Donc, des produits qui peuvent permettre de répondre aux besoins alimentaires donc au niveau local, ainsi ouvrant de nouveaux débouchés. Donc, je voudrais m'arrêter là et merci beaucoup de votre attention. Allô? Allô, oui, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Euh, je ne sais pas si vous voulez qu'on qu'on passe. Julie, je ne sais pas si tu veux qu'on prenne déjà quelques questions à ce stade. En fait, faisons la démonstration de la plateforme de la part de Mustapha Penn. Après ça, on peut faire quelques questions. OK, parfait. Mustapha? Oui, bonjour tout le monde. Laissez-moi partager. D'accord. Monsieur Bagoré, Oui? bon, il y a quelques partenaires qui disent qu'ils entendent faiblement Oui. le présentateur. Je ne sais pas si c'est un souci de connexion parce que de mon côté, ça va très bien. Peut-être les autres pourront nous dire. Julie, est-ce que vous avez des soucis à entendre les Ça va. intervenants? En fait, pour moi, ça va, j'entends bien. Moi aussi, malheureusement, j'ai vu la remarque, mais en effet, je ne sais pas ce qu'on peut faire. On entendait bien tout Harry, hein. Je demande aux partenaires, s'il vous plaît, vérifiez le niveau de votre volume. Regardez les volumes sur votre ordinateur, sur votre laptop ou bien sur votre téléphone, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je peux y aller? Oui, Moustapha. Ouais. Je suis Moustapha Pen, chercheur associé à Academia 2063. Je suis chargé de vous présenter la plateforme FSCore, qui est une plateforme d'observation et de réponse aux crises des systèmes alimentaires. Donc, dans cette plateforme, il faut savoir que il compose de deux parties. Sur la première partie, c'est par contre l'observation et essayer d'avoir des informations sur la vulnérabilité et sur l'adéquation nutritionnelle
Et sur la deuxième partie, c'est plus pour la réponse aux différentes crises et aux différentes politiques qui peuvent être mises en place par le gouvernement ou quelque chose d'autre. Donc, sur cette partie, là, c'est la plateforme pour le Sénégal. Donc, on a aussi la même chose pour le Bénin, qui est présenté ici. Donc, sur la partie vulnérabilité, on a mis en place deux cartographies. On peut avoir la carte qui visualise la vulnérabilité des différents ménages sur tous les départements du pays, mais aussi on peut Je ne sais avoir... pas si ton écran est visible. Tu as partagé ton écran? Oui, j'ai partagé mon écran. Oui, oui. Vous voyez? Oui, absolument. On voit, hein, on voit. Voilà. D'accord. Peut-être fais D'accord. attention à bien centrer, hein, peut-être, mais voilà, on voit bien. D'accord, merci. Donc, pour la vulnérabilité des ménages, c'est un indice multidimensionnel. Les différentes dimensions qui sont utilisées, c'est le système sanitaire, le système sanitaire utilisé sous forme de sous-indices et le taux moyen d'adéquation. Il y a aussi la consommation alimentaire par habitant et la vulnérabilité au changement climatique. Donc, par exemple, ici, sur cette carte, on a la possibilité, en tant qu'utilisateur, non seulement de télécharger cette carte, mais on peut aussi télécharger les données sous forme fichier Excel ou CSV. Aussi, une fois qu'on est sur cette carte, on peut avoir la possibilité de voir le niveau de l'indice pour chaque département en pointant la souris. Par exemple, ici sur Atacora, on peut voir que l'indice s'élève jusqu'à 0,25%. 0,25. Donc, ça, c'est pour l'indice de vulnérabilité. Donc, on peut aussi changer, et, par exemple, sélectionner l'indice lié au système sanitaire. On peut aussi avoir aussi l'indice sur le changement climatique. Maintenant, pour l'adéquation nutritionnelle, ici, on va à chaque fois prendre un micronutriment et visualiser l'adéquation de la consommation des ménages sur tous les différents départements du pays. Maintenant, ici, on a essayé de représenter l'adéquation en consommation en kilocalories. Donc, ici, on peut voir que presque en majorité, tous les départements, ils ont une adéquation supérieure à 50%. Aussi, une fois qu'on a sélectionné ici le micronutriment, on peut avoir aussi la possibilité de savoir les différents produits qui sont les plus... qui participent le plus sur la consommation en kilocalories dans le département. Par exemple, ici, dans cet exemple, on a les 5 principaux produits à Abomey qui sont les plus riches, oui, qui apportent le plus en kilocalories au ménage. Par exemple, on a le beignet qui apporte 7,94% en kilocalories sur la quantité totale de kilocalories consommées par les ménages dans ce département. Et au-delà du part du produit, on peut avoir aussi la part de chaque produit sur le budget de consommation. Tout comme aussi sur la dernière colonne, on peut obtenir pour 100 kilogrammes, non, pour 100 grammes du produit consommé, c'est quoi la teneur en kilocalories. Donc, cette table, on peut l'obtenir pour tous les autres micronutriments, que ce soit le zinc ou bien le calcium ou protéines. Aussi, autre chose qu'on peut utiliser sur cette plateforme, si on est intéressé par faire une analyse de l'adéquation de la consommation nutritionnelle selon le genre du chef de ménage, on peut utiliser cette graphique sur laquelle non seulement on peut aussi, comme sur la carte, on peut télécharger l'image, tout comme aussi on peut télécharger les données sous forme fichier Excel. Donc, en global, c'est tout ce qu'on peut faire sur cette partie concernant le profil des pays. Maintenant, si on veut savoir, par exemple, suite à une choc, que ce soit Covid ou bien l'État a mis en place une politique
on peut essayer de voir comment ce changement peut impacter l'apport nutritionnel dans les différents types de ménages, aussi dans les différents types de départements. Donc, pour faire ceci, on peut aller sur options politiques. Et là, une fois qu'on est sur cette partie, on peut faire des simulations suite à un changement du revenu ou bien changement sur la dépense alimentaire des ménages ou bien changement sur les prix des produits consommés. Donc, ici, sur cet exemple, on considère le département Abomey avec une variation du revenu de 20%. Donc, avec une telle simulation ou bien un changement du revenu, on voit que globalement, sur tous les micronutriments dans ce département, l'adéquation nutritionnelle a augmenté. Donc, on peut dire que le revenu, avec une augmentation du revenu, naturellement, l'adéquation de la consommation nutritionnelle va changer de façon positive. Donc, dans le cas où on veut faire une simulation sur les dépenses alimentaires, on peut supposer qu'il y a une diminution d'environ de 20%. Et dans ce cas, il suffit juste de mettre ici moins. Et une fois qu'on a mis moins devant, on peut avoir les nouvelles adéquations nutritionnelles des différentes ménages dans le département. Et on voit que, par exemple, pour le calcium, pour le baseline, on voit que initialement, on avait un niveau de 50,07% pour l'adéquation nutritionnelle. Mais une fois qu'on a une diminution sur les dépenses alimentaires, cette valeur subit une diminution et devient 46,12% avec une diminution des dépenses alimentaires. Tout comme aussi pour le riboflavine, on a aussi une diminution et la valeur prédite est 41,22%. Donc, globalement, pour tous les micronutriments, on note une diminution de l'adéquation nutritionnelle. Maintenant, on peut faire, essayons de faire une simulation sur le prix par groupe de produits. Donc, ici, on a fait une simulation sur tous les groupes de produits pour une augmentation de 20% sur les prix. Donc, avec une augmentation de 20%, on note ici une diminution, une petite diminution quand même, sur tous les différents micronutriments. Et aussi, une fois qu'on a ces résultats, on peut avoir aussi la possibilité de télécharger non seulement l'image, mais on peut avoir aussi les données sous forme de fichier Excel. Donc, ici aussi, pour le groupe alimentaire, on peut essayer aussi de viser, par exemple, faire une simulation sur, non seulement juste sur une seule groupe de produits, par exemple, céréales et produits. Les produits céréaliers, et faire une simulation et essayer de voir comment les changements de prix vont impacter la consommation des ménages. Et pour la dernière simulation qu'on peut faire aussi sur cette plateforme, ça concerne la simulation sur on va viser faire une simulation sur un seul produit. Par exemple, le maïs ou le sorgho, par exemple. Ici, on peut essayer de voir, essayer de faire une simulation sur, par exemple, sur le maïs. Ça prend un peu du temps, mais... On peut voir ici, dans le cas du Sénégal. D'accord. Ici, par exemple, ça, c'est le Sénégal. Donc, on peut faire, par exemple, une simulation sur le maïs grain avec une augmentation de 20% et obtenir à gauche les nouvelles valeurs prédites pour l'adéquation nutritionnelle du ménage.
Aussi, si on veut changer de département, on peut sélectionner ici. Ça, c'est une liste déroulante sur laquelle on peut avoir tous les départements du Sénégal et on peut sélectionner la région ou bien le département qui nous concerne et essayer de voir comment les chocs vont euh, affecter l'adéquation nutritionnelle des différentes ménages. Donc, toujours aussi sur la plateforme pour le Sénégal, on peut avoir la méthodologie utilisée. On a essayé de le décrire ici. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par la méthodologie, ils peuvent quand même faire une petite lecture sur ça et essayer de mieux comprendre le travail qui a été fait derrière pour obtenir les différents résultats. Donc, c'était tout pour cette présentation. Merci pour votre attention. Merci, Mustapha. Il y avait une question dans le chat, je OK, crois, par rapport à l'indice sur le changement climatique. Est-ce que tu peux revenir dessus? OK, l'indice sur le changement climatique. Oui, pour l'indice de vulnérabilité au changement climatique, on a considéré trois dimensions pour cet indice. On a considéré l'exposition du ménage, aussi sensibilité du ménage et la capacité d'adaptation du ménage par rapport au changement climatique. Donc, pour cet indice, on a utilisé les données d'enquête ménage pour le calculer. Je ne sais pas si ça répond à la question ou pas. Merci en tout cas, merci déjà pour ça. Je pense qu'on aura de la place après pour poser des questions. Julie, donc je pense que on a bien fait de faire cette démo avant de passer au Q&A. Oui. Je crois, hein, je crois qu'on en est là maintenant. Euh, donc comment est-ce qu'on peut procéder pour les Q&A? Il y a des questions qui arrivent sur le chat. Oui, Ah ouais. Bagoré, peut-être tu pourrais donner la parole aux participants qui ont la main levée. Je pense qu'il y en a un. Mais aussi, tu pourrais lire les questions dans la boîte Q&A Ok, pour que Mustapha et Tankari répondent. ok, parfait. Parfait. Donc, écoute, sur le changement climatique, la question sur le changement climatique vient. La première question que j'avais vue, je vois qu'il y en a une deuxième qui parle de ce même indice, mais sur Dagana et Louga. Ça m'intéresse aussi, hein, moi qui suis de cette région-là. Donc, voilà, est-ce qu'on peut. Ok. Ah, OK. après, il y a des questions. Voilà. Bon, peut-être je te laisse répondre à cette question déjà, illustrée, hein, je crois. Et puis après, il y a des questions sur sur la démo, finalement, j'ai l'impression. Mais je te laisse faire d'abord cette démonstration, la réponse là, sur Dagana et Lubert, s'il te plaît. OK. Donc, pour la représentation de l'indice de vulnérabilité au changement climatique, euh, ici, la représentation, c'est au niveau des régions. Donc, par exemple, Dagana qui se trouve dans la région de Saint-Louis, euh, globalement, à Saint-Louis, l'indice, c'est à 0,41. Donc, ici, pour l'indice, plus c'est faible, plus c'est bon, pour dire ça. Donc, dans les zones où on a un niveau d'indice un peu élevé, que ce soit sur Louga, Matam, Tamba et Kolda, là, tous les ménages qui sont ici sont beaucoup plus vulnérables. On peut les considérer comme des ménages vulnérables par rapport au changement climatique. Donc, ici, c'est comme ça qu'on a classé les différentes régions, de beaucoup moins vulnérables à beaucoup plus vulnérables. Ok. Hein, je crois que merci pour cette illustration. Et je pense il y a aussi une question par rapport tu sais, je pense que c'était la simulation des chocs là, que tu utilisais et tu Oui, faisais varier, par exemple, je crois, hein, mais je te laisse préciser ça, quand tu faisais 20, plus 20 ou moins 20, c'était par exemple oui, sur les prix de certaines denrées, une denrée en particulier ou plusieurs denrées, c'est bien ça? Il y a une question sur ça. oui.
cette partie, hein? C'est bien ça. Je crois que c'est ça, hein, Monsieur Oui. Michiou. Oui, cette simulation, on le fait sur une denrée, que ce soit sur le maïs ou bien, on peut le faire sur le maïs ou bien le beignet. Là, on peut avoir toute la liste de tous les denrées qui ont été consommées au niveau national. Donc, que ce soit Orange, Pastèque. Maintenant, si tu es intéressé par une de ces denrées, tu sélectionnes et ensuite mettre la variation du prix et à gauche, tu vas obtenir les nouvelles valeurs de l'adéquation en nutriments. Maintenant, actuellement, je crois qu'il y a juste un petit problème technique derrière qui fait que parfois ça charge un peu. C'est un peu lent. Donc, actuellement, c'est ça, mais c'est une chose qu'on peut vite régler peut-être après la réunion avant Oui, de mettre ça en ligne. oui, oui. Je crois qu'il y avait un commentaire d'ailleurs qui disait que c'était peut-être ta connexion qui faisait que ça tournait un peu longtemps avant de donner les rafraîchissements. Mais que si on utilise la plateforme en direct, normalement, c'est immédiat. Non, c'est pas lié, c'est pas par rapport à la connexion, mais plus, en fait, pour certains pays, les données sont un peu lourdes. Ouais, Donc, pour faire des requêtes sur le serveur et récupérer les données, parfois ça prend un peu du temps pour la première fois. d'accord, Si on d'accord, fait d'accord. une simulation pour la première fois. Mais avec l'aide de Baokat, notre collègue sur le département DPT, on va essayer de continuer d'apporter des solutions à ça. Ok, ben merci, c'est très clair, merci. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions qui étaient dans le chat. Alors, je ne vois pas de main levée. Il y a une autre question dans Euh, le dans le chat chat. Ok, général. ok. Oui. Vous Pour la voyez la région question? de Matam. Oui. Mhm. Ok. Il y a pareil, hein, toujours sur l'indice de vulnérabilité. Alors, c'est au changement climatique, sans doute, hein, pour la région de Matam. Donc, c'est la même question. Euh, Et puis, il y a une question sur l'indice de sécurité alimentaire, maintenant, dans la région de Saint-Louis et Louga. Système alimentaire. Non, Oui, non, l'indice de sécurité alimentaire. l'indice de sécurité alimentaire. Ok, d'accord. Donc, pour la partie, l'indice sur la sécurité alimentaire, on utilise l'indice de consommation alimentaire, c'est-à-dire la consommation alimentaire par habitant. C'est ça qu'on va utiliser pour la partie vulnérabilité sur l'alimentation. Donc, si on sélectionne cet indice, on voit que les régions les moins vulnérables, c'est Dakar et Thiès et Louga, ainsi que Diourbel. Donc, les plus vulnérables, c'est Kédougou, par exemple, Kédougou et Ziguinchor. Les plus vulnérables, c'est Kédougou et Ziguinchor, tandis que la région de Matam, Tamba, ainsi que Kolda, ils sont vulnérables, mais quand même, comparément à Kédougou, quand même, le niveau est un peu plus baisse donc, pour la vulnérabilité. Donc, pour la région de Saint-Louis, quand même, ils sont moins vulnérables. Merci. Je crois que voilà, il y a d'autres questions sur Kaolack, etc. Mais peut-être que j'ai Oui, l'impression, hein, avec toutes ces oui. questions, en fait, l'idée c'est ça, l'idée de la plateforme, c'est de rendre toutes ces informations disponibles, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tout le Effectivement. monde peut accéder à cette plateforme et avoir ces informations directement. C'est bien cela? Oui. Maintenant, pour cette plateforme, une fois que c'est mis en ligne, on va communiquer avec vous le lien pour y accéder. Maintenant, concernant les données, une fois qu'on sélectionne l'indice qui nous intéresse, on peut venir ici sur là où je mets ma souris, cliquer, soit on peut télécharger l'image de la carte, aussi on peut télécharger les données qui ont été utilisées pour construire, pour faire cette carte en fichier Excel ou en fichier Excel, que ce soit CSV ou XLS. Donc, pour, pour d'autres, si vous voulez utiliser les images aussi pour d'autres buts personnels, par exemple, vous pouvez aussi télécharger l'image et l'obtenir sur votre machine. Et là, j'ai téléchargé l'image et je peux l'avoir sur
sur ma machine locale et faire d'autres choses avec si le besoin y est. Donc, Parfait. Donc, il y a c'est une aussi pareil. question qui demande justement l'accès à la plateforme. Hein, Pen. Oui, Est-ce que... l'accès à la plateforme, c'est ça le lien. Mais je ne sais pas si techniquement tout est prêt pour le partager avec vous actuellement, mais quand même, on compte le faire. Peut-être une fois que c'est prêt, et pour tout régler, une fois que tous les problèmes techniques qui sont derrière sont réglés, on peut communiquer avec vous le lien. Donc, ça, c'est pas un problème. OK. Merci beaucoup, c'est très clair. Je vous en prie. OK. Alors, au niveau du timing, je ne sais pas si on peut passer peut-être à la section suivante, ou s'il reste encore du temps pour les Q&A. Ça dépend de vous, mais je vois deux mains. Ah, OK. Je vois Ibrahima Seck et Modofal. OK. Excusez-moi. Merci beaucoup pour ton aide. Je n'avais pas vu les mains. Donc, on peut prendre les interventions. Ibrahima, peut-être, vas-y en premier. Voilà, merci beaucoup. Moi, je vous remercie pour cet atelier qui est très intéressant et surtout, je remercie M. K qui nous a envoyé l'email pour nous permettre de participer. Et moi, ma question, c'est la base même des informations concernant les systèmes alimentaires et surtout concernant la nutrition. Parce que nous savons que, par exemple, au niveau du Sénégal et presque dans beaucoup de pays d'Afrique, le système de production agricole utilisé est basé fondamentalement sur l'agriculture conventionnelle, utilisant énormément de pesticides chimiques, d'engrais chimiques, d'herbicides chimiques et qui ont des répercussions véritablement sur les productions. Et donc, il y a un lien entre ces productions-là et la santé, et surtout concernant la nutrition. Est-ce que cette plateforme-là ne pourrait pas être biaisée par le fait que, alors, les productions sur lesquelles, les analyses de ces productions sur lesquelles vous basez pour voir alors toute la question nutritionnelle, déjà, ne serait-elle pas, cette plateforme ne serait-elle pas biaisée parce que simplement on utilise alors des systèmes de production allant qui, vers l'hôpital. Vous m'excusez du terme, mais alors les productions ici, alors de vos analyses ne renvoient pas alors tout de suite à l'hôpital parce que simplement, alors on utilise l'agriculture conventionnelle et nous savons que dans tous les pays, dans le Sénégal, mais aussi dans les autres pays de l'Afrique, le modèle de production agro-industrielle est véritablement pour nous alors un modèle dangereux et même obsolète et qui rend malade au lieu d'aller vers des systèmes agroécologiques et biologiques alors qui vont participer à la santé de l'homme, à la nutrition de l'homme, à la nutrition, à la santé, à la nutrition des animaux, mais des écosystèmes aussi. Alors, est-ce que cette plateforme-là serait véritablement fiable pour analyser les systèmes alimentaires et surtout les systèmes alimentaires et nutritionnels durables? Je comprends. Merci beaucoup. Hein. Merci, Monsieur Sec. Peut-être qu'on prend la question de Modoufal dans la foulée avant de répondre à la question de Monsieur Sec. OK? Je... Bonjour à tous, merci beaucoup. Bonjour Bagoré, ça fait plaisir de te retrouver ici. Bonjour à tous, moi c'est Modoufal, consultant en stratégie. J'ai lancé ma boîte qui travaille également qui a
initié un projet de production basé sur le modèle agroécologique et d'inclusion des communautés. On est intéressé par ce type de plateforme et surtout la partie, euh, par exemple, accès aux données prévisionnelles par rapport au rendement. Je ne sais pas si c'est couvert par cette même plateforme parce que j'ai regardé, mais apparemment, on n'a que les éléments, les informations sur la nutrition. Mais par exemple, tout ce qui est prévision des rendements, prévision ou l'impact du climat sur les cultures, je ne sais pas si c'est la même plateforme ou bien une autre plateforme. Merci. Merci. Bon, je vais vous laisser répondre. J'ai vu qu'il y avait Ousmane qui avait levé la main. Euh, voilà, donc peut-être Ousmane, on te donne la parole avant de laisser peut-être Mustapha ou Mamadou répondre. Un distinguo, je pense que les données que nous avons ici sur cette plateforme sont basées sur les quantités consommées par les différents ménages, donc sur la base des enquêtes au niveau ménage. Et les micronutriments au nombre de 11 qui sont estimés ici sont des micronutriments qui sont consommés par les ménages. Donc, quand la plateforme parle d'un déficit ou une adéquation en termes de consommation d'un micronutriment, ce chiffre décrit ce que se passe en réalité et on connaît les niveaux qui sont conseillés de consommation de certains micronutriments. Donc, il n'y a rien de construit là-bas qui a à faire ou qui serait en rapport avec le type d'agriculture. Maintenant, je pense qu'il y a des hypothèses qui sont peut-être pas nécessairement vraies dans ce que M. Seck a dit. On a tous en Afrique, sauf l'agro-industrie. Les types de production agro-industrielle, ça, vous allez peut-être en Afrique du Sud pour trouver cela. Mais dans les pays qui nous intéressent, et pour la plupart de l'Afrique, on a les utilisations en termes d'engrais les moins élevées du monde. On est très loin des quantités qui causent ces problèmes. On est très loin de l'application des pesticides et herbicides dans les secteurs alimentaires. Ça, on les trouve dans les secteurs commerciaux tels que pour les produits commerciaux, tels que le coton et autres. Peut-être on a ça dans le riz. Donc, je pense que le problème que vous posez est peut-être un problème quelque part, mais ça n'a pas beaucoup de choses à faire avec ce qui est présenté ici. Secondaire, je propose également qu'on soit un peu plus équilibré dans nos analyses des types d'agriculture. Le problème de l'Afrique, c'est un problème de productivité. Non seulement de productivité pour augmenter l'offre sur le marché, mais une productivité qui permette aux producteurs de développer des revenus, qui permettent à la diversification, la transformation des zones rurales, qui permettent de stimuler le développement macroéconomique, la création d'emplois et autres. L'agriculture en Afrique, c'est une profession et un secteur extrêmement important. Je pense que c'est très bon d'innover, c'est très bon d'avoir de bonnes idées, mais il faut y aller doucement. Il faut tester sur le terrain la viabilité économique et aussi la solidité des propositions que nous avons. Les choses peuvent marcher dans un tel contexte, ne pas marcher dans un autre contexte, mais aussi les choses peuvent marcher à une petite échelle. Mais s'il faut aller à l'échelle nationale, toute une économie, ça va être des complications. Donc, je pense qu'il faudrait être un peu plus pragmatique dans l'approche et dans l'analyse. Tout le monde veut une bonne alimentation saine, mais ça ne peut pas se faire si le niveau de productivité n'y est pas, si la création de richesses et de ressources n'y est pas. Donc, je pense que toutes les technologies qui contribuent à ces objectifs-là doivent avoir de la place dans ce que nous faisons. Mais opter pour une stratégie, en trouver comme la solution de tous les maux, je pense que c'est assez dangereux. Et je pense que aussi faire le lien des fois là où c'est vraiment pertinent. On ne voit pas l'agroécologie impacter ce qui se fait ici parce que c'est le niveau de consommation de micronutriments qui est calculé et c'est sur la base de cela que cette plateforme a été conçue. Donc, je pense que j'ai un peu contribué à clarifier et je vous remercie en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Ousmane, pour tes clarifications, en effet. Et du coup, je ne sais pas si Mustapha
ou Mohamedou, vous voulez ajouter quelque chose ou si vous voulez euh, répondre d'ailleurs à la question de Odou dans la foulée, pour lui dire d'attendre. Ok. Peut-être Je crois, ajouter juste vas-y. quelque chose, mais ça a été déjà bien adressé par Dr. Ousmane. Donc, juste quelques mots, c'est pour mentionner qu'en fait, c'est indépendant en fait de la plateforme. Donc, c'est une question qui doit être traitée donc indépendamment de la plateforme. Ce qui a été fait dans le cadre de cette analyse, quel que soit le type d'agriculture, c'est la même approche qui sera adaptée. Donc, c'est indépendant. Maintenant, l'autre problème, on peut le traiter autrement, donc en amont, donc par rapport à l'utilisation des pesticides et des engrais. Et je pense, Dr. Ousmane a bien expliqué la situation actuelle par rapport à l'utilisation des engrais et d'autres pesticides. Donc, si on compare la situation de nos pays par rapport à ce qui se fait en Asie, on est encore, on n'est pas à ce niveau où on peut vraiment beaucoup s'inquiéter par rapport à ça. Merci. Oui, je crois que c'est Merci. bon. Oui, je crois que c'est bon. Et du coup pour la question de Modou Fall, Oui, sur... oui, OK, par monsieur. rapport au rendement, ça sera, on va plus, il y aura des réponses durant les prochaines présentations, donc là où Voilà, on va c'est ça. parler des rendements, donc par rapport à la télédétection. C'est ça. On va pouvoir illustrer ça Oui, oui, dans la partie qui suit, quoi. Qui suit tout oui. de suite. oui. Bon, et puis Julie a donné dans le chat, Julie a donné les liens pour accéder à la plateforme parce que finalement, il y avait beaucoup de questions qui sont posées dans le chat. Et on voit qu'il y a des personnes qui veulent aller soit chercher des données, soit essayer les outils de modélisation qui sont là. Et voilà, donc je crois que c'est ça. Julie, on peut peut-être passer à la section d'après avec Jean-Paul. Attends, il y a encore des questions sur le chat, mais euh, Oh, on peut pardon. faire. Oui, pardon, Bagoré. Oui, je suggère qu'on passe à la prochaine session et si des gens ont d'autres questions, ils pourront prendre contact avec nous après. Je vais mettre mes informations. Pour toute question sur Durpin, on peut me contacter, mais je pense qu'il faut passer maintenant à la prochaine session parce que il nous reste seulement, seulement une heure pour aujourd'hui et on a beaucoup d'autres informations à en parler. Parfait. Donc, je crois que c'est maintenant une session sur justement les données agricoles. Il y a une question là-dessus, basée sur la télédétection et IA. Et donc, je crois que la parole est à Jean-Paul Faye. C'est bien ça, Jean-Paul? Jean-Paul, ta micro est muté. Ok, je vais partager mon écran. Est-ce que vous pouvez voir mon écran maintenant? Pas encore. Pas encore? Mais moi, je ne le vois pas. Bagoré, c'est pareil pour toi? Alors, moi, je ne vois Sinon, pas. ok. Ok. Attends. Si tu n'arrives pas à le partager, je pourrais le faire, Jean-Paul. Oui, en fait, c'est... Hum, Yes. C'est bon, Oui. Jean-Paul. Ok, ok, c'est bon maintenant, vous pouvez voir mon écran. Ok? Oui. Ok, mon nom c'est Jean-Paul et je suis spécialiste en apprentissage automatique. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui ici, c'est comment utiliser des données ici, en fait, de la télédétection, mais aussi de l'intelligence artificielle dans le cas du secteur privé. Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et la majeure partie de cette présentation va se baser sur les
et les applications de la cartographie et des cultures. Comment on peut utiliser les données issues de la cartographie des cultures dans le secteur privé, en fait. Oui, dans ce contexte-là, en fait, aujourd'hui, on sait que garantir la sécurité alimentaire représente un défi majeur. C'est pour cette raison-là, et les raisons qui ont dû à ça, c'est par exemple la croissance démographique. Et nous savons que le secteur privé joue maintenant un rôle important, un rôle vraiment clé en investissant dans le développement de la production agricole. Cependant, en fait, cette production agricole-là, pour investir dans ce domaine, il nous faut vraiment des données. Par exemple, il faut savoir faire des projections, mais aussi des estimations précises et à des temps opportuns pour pouvoir avoir, par exemple, une idée sur la production agricole nationale. C'est dans cette perspective que la cartographie des cultures est devenue un outil essentiel parce que ça va vous permettre de faire les projections nécessaires, mais aussi des estimations précises qui va en fait, qui va permettre, qui va faciliter une prise de décision éclairée et efficace, par exemple. C'est quoi la cartographie des cultures? L'idée derrière la cartographie des cultures consiste en fait l'idée derrière la cartographie des cultures consiste en fait à collecter des images, par exemple des images qui peuvent être issues de Google Maps, qui peuvent être issues des données satellitaires. Et de les traiter, on traite ces images dans le sens où on va enlever toutes les parties qui ne sont pas des parties cultivables. Et c'est à ce moment-là, en appliquant des méthodes d'apprentissage automatique, ça veut dire les méthodes de machine learning, qu'on peut en fait localiser certains types de cultures et avoir des données précises et suivre ces cultures aussi. Je vais aller ici, je vais vous montrer seulement comment cette technique-là fonctionne en une minute. C'est que le processus consiste à acquérir des données et la première chose, c'est acquérir ces données-là à partir des satellites. Et les satellites qu'on utilise ici, qui est le Sentinel-2, on va seulement utiliser des informations dont la résolution c'est de 10 mètres par 10 mètres. Cela permet en fait de calculer en fait des valeurs de certains indices de végétation sur des terrains là où on connaît les types de cultures. C'est par exemple ce qu'on a fait ici avec des indices de végétation comme le NDVI qu'on a calculé sur ce type de culture qui est du mil, mais aussi de l'autre qui est de l'arachide. C'est la base même comment le modèle peut connaître qu'est-ce qui est du mil et qu'est-ce qui est de l'arachide, parce que si vous voyez ici, les valeurs de ces indices de végétation-là sont différents d'une culture à l'autre. Mais aussi, en plus de ça, dans ce projet-là, des données ont été collectées en fait, parce que comment on sait que ça, c'est du mil, c'est lorsqu'on est allé sur le terrain. Donc, la collecte des données a été faite pour en fait collecter certains champs où on connaît effectivement ce type de culture. C'est en prenant ces deux types de données, les données satellitaires et les données du terrain, qu'on va appliquer maintenant des méthodes de machine learning pour pouvoir faire la cartographie des cultures. Ici, les modèles qu'on a utilisés ici, on a utilisé en fait en majeure partie trois types de modèles, ce qu'on appelle les forêts aléatoires ou bien le random forest.
Et ces modèles-là ont des précisions différentes, mais on pouvait aller avec le modèle de forêt aléatoire jusqu'à 86% de précision, ce qui est vraiment bon. Mais il y a aussi d'autres modèles comme le réseau neuronal qu'on peut utiliser ici qui peuvent aller jusqu'à 76% de précision, ce qui est aussi acceptable. Mais nous, en fait, dû au fait qu'au niveau en Afrique, les types de cultures sont vraiment différentes, on a adopté une nouvelle méthode novatrice. Ça veut dire, au lieu de faire la cartographie directement, on les fait avec des probabilités. Ça veut dire que ce que vous voyez ici, c'est des pixels qu'on a mis en œuvre avec une probabilité spécifique. Donc, ça permet quoi? Ça permet en fait d'intégrer les incertitudes et les variations dans l'agriculture dans nos pays en Afrique, étant donné qu'on a on sent beaucoup, mais aussi les sens de différentes cultures sont très proches. Pour intégrer cette difficulté-là, c'est pour cela qu'on a utilisé cette méthode novatrice de cartographie probabilistique. Ça aide aussi à accompagner les petits exploitants agricoles. Comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de champs qui sont très petits. Il y a des tailles d'irrégularité sur leurs champs. Il y a aussi la rotation des cultures. Si on veut tenir compte de tout ça, on ne peut pas juste faire une cartographie directe. Et dans ce cas, parce qu'il y aura des pixels qu'on ne saura pas là où on doit les placer. Mais aussi, ça offre des niveaux de confiance pour améliorer la prise de décision. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ça dépend de celui qui va utiliser ces données-là, avec quelle précision qu'il va avoir. Il peut dire que moi, j'avais une précision de 90%, une précision de 80%, une précision de 70%. Ça dépend vraiment de celui qui va utiliser ces données-là à définir jusqu'à quelle précision il voudrait exploiter ces données. Par exemple, ici, on a montré un exemple ici où on a la cartographie pour le cas de Malawi. Ici, c'est en fait, ce qu'on montre ici, c'est les pixels qui définissent en fait où se trouve le riz, par exemple, mais avec une précision qui est supérieure à 65%, par exemple. Une autre personne pourrait dire que moi, je veux une précision qui est supérieure à 80%. Dans ce cas, dans nos données, c'est à lui seulement de dire que, OK, la probabilité que je veux, c'est que ça soit supérieur à 80%. Et dans ce cas, tous les pixels dont les probabilités sont inférieures à 80% vont être enlevés de la carte. Donc, ça donne vraiment la main aux décideurs. Ici, c'est un autre exemple où on a la cartographie du Nil au niveau du Sénégal. Et tous ces pixels-là qui ont été représentés ici ont une précision jusqu'à 65% au minimum. Et vous voyez que le modèle parvient même à éviter les routes, à éviter tout et à se focaliser seulement sur les zones de culture. OK, quelles sont les applications? Ce qui nous intéresse plus, c'est sûrement les applications qu'on peut avoir. Par exemple, on peut utiliser la cartographie des cultures dans le cas pour le renforcement de la sécurité alimentaire, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que si on parvient à comprendre quelles cultures sont cultivées et où se trouvent ces cultures-là, cela va faciliter en fait à planifier. Cela va vous faciliter à faire une planification, mais aussi à faire des stratégies de distribution. Et dans ce cas, on peut prendre, par exemple, les zones où les cultures sont favorables, en fait, et
faire en fait la distribution dans les autres zones qui seront plus vulnérables. Qui seront plus vulnérables. Et ça, on pourra faire ça à temps parce que le modèle peut vous aider à prédire ça avant que même avant que même ça arrive. On peut aussi, ça peut aider, la cartographie des cultures peut aider aussi pour la productivité agricole et la planification. Cela est dû au fait que l'identification des zones où les rendements agricoles peuvent être améliorés. On peut faire là-bas des meilleures planifications en fait et augmenter la productivité agricole, bien sûr. Ça peut aider aussi à s'adapter à nos techniques face au changement climatique, en fait, parce que c'est un outil pratique qui va vous permettre de sélectionner les variétés de culture, qui va permettre de savoir, en fait, quelles sont les variétés de culture qui seront plus résistantes aux sécheresses, par exemple, et aux autres stress climatiques. Et une autre application, c'est la gestion, bien sûr, et des ressources en eau, parce que si vous parvenez à identifier les cultures moins intensives en eau pour des zones sujettes à la sécheresse et optimiser les systèmes d'irrigation. Si vous parvenez à identifier ces zones-là, ça vous permet en fait d'optimiser les systèmes d'irrigation, mais aussi de savoir la quantité d'eau que vous avez nettement besoin. Ça vous permet aussi d'avoir des soutiens aux petits. Ça permet aussi d'avoir un soutien aux petits exploitants agricoles. Ça veut dire on peut utiliser la cartographie des cultures pour soutenir les exploitants agricoles là, parce que soutenir les agriculteurs en fournissant des informations sur les meilleures cultures à planter, je pense que c'est ce que vaut plus d'exploitants, que ce soit du privé ou bien du public, mais aussi ceux qui vont travailler sur l'assurance et tout. Quel type de culture je dois assurer, en fait, sachant que ça va se développer à ce lieu-là. Il y a aussi le fait qu'on peut utiliser la cartographie des cultures, surtout pour la surveillance des cultures, pour voir est-ce qu'il y a des insectes qui attaquent les cultures, est-ce qu'il y a en fait des sécheresses, est-ce qu'il y a d'autres problèmes. Et tout ça là, on peut le faire à temps. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle, il y a en fait ce qui est une amélioration des statistiques agricoles, parce que ça vous permet en fait, ça permet en premier lieu une amélioration de la collecte, de l'analyse, mais aussi de la gestion des informations agricoles. Ce que le privé a besoin de savoir surtout. Mais aussi dans le cas, si vous voulez élaborer des cartes de compatibilité des sols, ça veut dire quel type de culture je dois cultiver pour ce type de sol. Concernant, en fait, il y a aussi ceux qui sont intéressés, par exemple, sur comment on peut utiliser la cartographie des cultures dans la surveillance et des émissions de gaz à effet de serre. Et là, et ici, je précise que c'est des émissions à effet de serre provenant, en fait, des terres cultivées. On peut en fait on peut en fait utiliser nos techniques qui nous permettent de mesurer ces émissions-là, par exemple dans le cas des méthanes. Et on peut mettre ça en même temps avec la cartographie et des cultures et de savoir quel type de culture, la culture de quel type de culture conduit plus à l'émission des méthanes, par exemple.
Et cela peut aider, par exemple, aux investisseurs de savoir quels sont les agriculteurs qu'on doit viser, parce que c'est eux qui vont produire moins de, moins d'émissions de méthane. Il y a aussi ce qu'on appelle des applications pour l'agro-industrie et industrie alimentaire parce que la cartographie des cultures vous permet à une optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Ça veut dire la prédiction de la production agricole avant les récoltes. Et une fois que vous avez cette information-là, vous serez en mesure de planifier la chaîne d'approvisionnement même avant les récoltes. Mais aussi, ça vous permet d'identifier des régions stables et à haut rendement pour l'approvisionnement. Aussi, ça permet d'avoir une analyse de marché, mais aussi d'investissement. Ça veut dire qu'analyser les tendances et des cultures pour une meilleure planification des affaires, mais aussi identifier de nouvelles opportunités de contrats agricoles. Il y a aussi des applications pour les fournisseurs d'intrants agricoles. Parce que la cartographie de ces cultures-là va vous permettre de distribuer, va vous permettre une meilleure distribution de produits adaptés aux besoins spécifiques. Ça veut dire déterminer d'abord les zones agricoles clés nécessitant des intrants spécifiques, l'optimisation des stratégies logistiques et marketing. Ça permet aussi, en fait, d'avoir une agriculture de précision et services de conseil parce que les recommandations basées sur ces données-là peuvent être utilisées pour l'utilisation des engrais et des pesticides, par exemple. OK, au niveau des banques et des compagnies d'assurance, ça permet une évaluation des risques, mais aussi une notation de crédit. Et cela va dans le cas où, si vous voulez évaluer la solvabilité des agriculteurs en utilisant les données historiques de rendement qu'on peut avoir à partir de la cartographie des cultures, mais aussi améliorer l'approbation des prêts et la modélisation des risques. Ça aide aussi dans la gestion de l'assurance agricole et traitement des réclamations. Ça veut dire la validation des demandes d'indemnisation, mais aussi appuyer les modèles d'assurance paramétriques qu'on a actuellement grâce à des données de rendement actualisées à temps réel. OK, pour les fournisseurs, c'est le dernier point de technologie et de données ici. Ça permet une solution agricole alimentée par les données agricoles. Ça veut dire en utilisant des données satellitaires, mais aussi de l'intelligence artificielle comme on le fait ici. Cela permet de créer des plateformes de conseil alimentés par des données, mais aussi de renforcer les systèmes d'accompagnement des agriculteurs via les technologies mobiles. Mais aussi la durabilité et la conformité en matière d'environnement social et de gouvernance, c'est que ici, ces données-là peuvent vous permettre de suivre, mais aussi d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre généralisées par le secteur agricole pour soutenir, mais aussi soutenir des stratégies d'investissement d'intelligence face au climat. En conclusion, les principaux avantages pour le secteur privé consistent à la prévision de production agricole plus précise, aux chaînes d'approvisionnement et à la planification de marché optimisée, à la gestion et des risques renforcés pour la finance et l'assurance,
mais aussi à l'optimisation du suivi de la durabilité et conformité aux normes OSD et une solution d'intelligence artificielle évolutive pour la croissance de l'agroalimentaire. OK, avec ça, je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Paul. Euh, je crois qu'il y a également, Julie, je crois qu'il y a vraiment, il y a maintenant la présentation, la démonstration de chair. Oui, oui. Et puis, j'ai une question sur le pool, le deuxième pool de questions qu'on pourrait partager avec l'audience. Peut-être qu'on attend la démonstration de chair pour la partager? C'est ça, oui. OK, parfait. On fait comme ça. Oui, oui. Donc, cher, à toi le floor. Merci, Monsieur Bachili. Donc, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, ça y est, on voit. OK, donc, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Cheikh Tidiane Ndoye, je suis développeur senior ici à Academia. Donc, je vais vous présenter la plateforme qui s'appelle Agua. Donc, en fait, c'est une plateforme qui permet, en fait, tout ce que notre camarade, notre collègue, Dr. Jean-Paul a dit sur les bienfaits de l'utilisation des outils de télédétection et de machine learning pour pouvoir, en fait, faciliter, n'est-ce pas, la prise de décision chez les développeurs. Donc, dans cette plateforme ici, c'est une plateforme qu'on a élaborée pour les 5 pays du DERPIT. Donc, dans cette plateforme, on a regroupé toutes les informations sur les données de production, les données climatiques, les publications et aussi les données de base. Donc, je m'en vais vous présenter chacune de ces outils-là. Donc, la première ici, c'est les données de production, n'est-ce pas? Donc, ici, dans ces données de production-là, on a ce qu'on appelle n'est-ce pas, le Food Production Forecast. En fait, ce sont les prédictions de production. On a aussi la cartographie des cultures, n'est-ce pas, la délimitation des champs, hein, et aussi le crop phénologie. Donc, on va venir sur chacun de ces onglets. Donc, ici, pour les données de production, les données de prédiction sur les productions agricoles. Donc, ce qu'on a ici, en fait, on a une carte. Et sur cette carte-là, on peut sélectionner en fait un ensemble de paramètres et pouvoir visualiser ça sur la carte. Donc ici, la première chose à faire ici, c'est de sélectionner est-ce qu'on veut les données de production ou bien les rendements. Donc si on choisit ici les rendements, on précise aussi l'année, donc 2025, et le type de culture. Donc ici, nous prenons le maïs. Et ensuite, le type de visualisation. Donc, pour le type de visualisation, pour l'instant, on n'a que le pixel level. Et ensuite, on clique sur Visualize. Donc, si on clique sur le bouton pour visualiser, donc, il nous montre sur la carte du Sénégal, par exemple, hein, les informations de prédiction sur la culture du mil pour l'année 2025, n'est-ce pas? Donc, ça, ce sont les informations sur la prédiction de culture pour l'année 2025. Donc, il est possible aussi de changer ici ce qu'on appelle le layer, n'est-ce pas? Donc, de pouvoir changer le type de visualisation qu'on veut. Donc, ici, on en a ici 5. Donc, il est possible aussi d'avoir les informations. Par exemple, si on clique sur une région donnée, il peut nous donner les informations sur la production, n'est-ce pas? Les prédictions de production pour la culture. Donc, ça, c'est les informations de prédiction pour les cultures. Donc, ici aussi, je rappelle que ça, c'est pour le Sénégal, mais il est possible aussi de faire ça pour les autres, les 5 pays, les 4 autres pays du DERPIT. Donc, maintenant, on va passer
à la cartographie des cultures que notre collègue a présentée tout à l'heure. Donc, ici aussi, il s'agit de montrer, par exemple, pour chaque culture par rapport à l'année, n'est-ce pas, la cartographie des cultures. Donc, ici, si on choisit, par exemple, la culture ici, l'arachide, et l'année 2025 pour le Sénégal. Donc, ici, il nous montre la cartographie, n'est-ce pas, de la culture de l'arachide, n'est-ce pas, pour le Sénégal pour l'année 2025. Et ici, on peut zoomer. On peut zoomer ici pour avoir plus d'informations, n'est-ce pas, sur la zone. Donc, aussi, ça concerne l'arachide, mais on aura aussi les informations pour les autres cultures, n'est-ce pas, et pour les 4 autres pays aussi du DERPIN. Donc, la troisième onglet ici, c'est la délimitation des cultures. Il est possible aussi, en choisissant ici la culture, de savoir en fait la délimitation des champs, la délimitation des champs pour chaque culture ici. Par exemple, ici, si on prend ici l'arachide sur la carte, il nous montre en fait la délimitation des champs sur la zone où on cultive l'arachide. Donc, ici aussi, la prochaine étape, c'est ce qu'on appelle ici le crop phénologie, n'est-ce pas? Donc, en fait, ici, on a donné des informations sur les indices de végétation, n'est-ce pas? Les indices aussi de température et les indices pluviales, n'est-ce pas? Pour chaque pays du DERPIN. Donc, ici, par exemple, quand on clique sur une région, il nous donne les informations, n'est-ce pas? Les indices végétationnels, n'est-ce pas? Sur 12 ans, sur 12 mois. Donc, pour la température aussi, c'est la même chose. Il vous donne les informations sur les indices de température et aussi sur les indices pluviales. Donc, ça, c'est pour les onglets pour les informations de production. Maintenant, on va passer ici aux données climatiques. Donc, pour les données climatiques, il s'agira en fait de montrer une carte où, n'est-ce pas, on va montrer ici la mesure, n'est-ce pas, des gaz à effet de serre. Donc, si vous regardez ici, par exemple, c'est les informations sur les émissions de gaz du méthane, n'est-ce pas, par rapport bon, dans le monde. Mais ce qu'on va faire ici, ce sera en fait pour chaque pays du DERPIN, on va donner les informations, n'est-ce pas, sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, toujours dans les informations sur le DERPIN, en fait, on a aussi des publications, n'est-ce pas? On a généré pour le DERPIN des ensembles de publications pour chaque pays. Donc, il est possible, en fait, pour bon, si vous voulez de venir, en fait, de consulter les publications qui ont été faites, donc il y en a beaucoup. Donc, si vous voulez vous juste cliquez, il vous montre en fait les publications. Donc, il y a des publications ici en anglais et aussi en français. Donc, pour finir ici, on va aller aussi, il est possible aussi d'avoir en fait les données de base, les données qui ont été utilisées pour chaque pays. Donc, en cliquant sur Data ici, donc vous avez ici les données de base, par exemple sur les cultures comme l'arachide et, n'est-ce pas, le mil et aussi le sorgho, donc pour les différents pays. Donc ici, c'est des fichiers ici, des fichiers CSV que vous pouvez télécharger, n'est-ce pas, et qui contient les données. Donc, c'était tout pour la présentation de l'application. Donc, cette application, pour rappel, n'est pas encore disponible parce qu'on est en train d'inclure toutes les informations pour les 5 pays. Donc, une fois que
toutes ces informations-là seront incluses. Donc, l'application sera mise en ligne et sera disponible pour tout le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Cher. Ok. Je crois donc, Julie, que c'est moi maintenant pour partager le deuxième pool de questions, non? Il y a aussi beaucoup de questions dans le chat. Je crois que je n'ai pas vu les mains levées. Oui, oui, merci Bagoré, merci beaucoup Jean-Paul et Cher pour les présentations et Tankari et Mustapha aussi. En fait, maintenant, on va faire un deuxième petit sondage pour savoir un peu plus sur vos besoins en information et vos avis sur les résultats d'Urban que vous venez de voir aussi. Donc, je vais juste lancer le poll. En fait, Ibnou, est-ce que je suis toujours le co-host? Oh oui, je vois, pardon. Voilà, donc je viens de lancer le poll et nous apprécions si les participants peuvent répondre à ces questions. Ce sont seulement quelques petites questions. Aussi, Bagoré, peut-être on peut juste adresser une ou deux des questions sur les présentations de Jean-Paul et Cher. Après, je pense qu'on doit passer à l'autre discussion. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions dont on n'aura pas le temps de discuter en détail, mais mes collègues peuvent répondre par écrit aux questions qui sont dans la boîte Q&R. Et aussi, nous sommes prêts à répondre aux autres questions après, si vous nous contactez. Mais je pense qu'il faut passer juste un peu de temps sur le côté technique, et après, on va parler euh, du- de vos besoins en information. Ok. Tout à fait, Julie. Donc, je propose, et là, il faut être. Je vais essayer de faire une synthèse des questions, parce que finalement, il y en a qui Oui. peuvent être regroupées. Par exemple, il y a des questions sur tout ce qui est prédiction, quoi, hein, prédictions qui ont été posées avant qu'on commence à exposer. Je pense qu'on a bien vu des illustrations de comment on pouvait prévoir la production d'une donnée ou l'autre, enfin, d'une spéculation ou une autre, grâce aux outils qui sont proposés là. Euh, je crois qu'il y a eu des questions, je regroupe, hein. Il y a des questions sur peut-être sur l'accès aux paysans, Mm. peut-être qu'il serait bon de rappeler hein, les différentes visions des cibles, quoi. Les paysans, peut-être le niveau conseil au niveau d'une région et puis le niveau plus macroéconomique. Comment Mhm. est-ce qu'on pourrait utiliser ces données et s'assurer qu'elles vont être en définitive utilisées par les différentes parties prenantes de DERP-IN? Hein, je dirais on pourrait peut-être répondre à cette question comme ça. Et enfin, Oui. je pense qu'il y a des questions de méthodo. Il y a quelqu'un qui posait une question sur ben, comment on sait s'il y a des insectes, comment est-ce que 65% de précision c'est assez, ou qu'est-ce qui se passe si des données sont biaisées. Donc, je dirais tout ça, c'est peut-être lié à la méthodo. Mhm. Voilà, donc je regrouperai peut-être les questions que j'ai lues dans ces trois thèmes. D'accord? Je ne Merci. sais pas si Jean-Paul, cher, tu veux répondre à ça, comme ça. Oui, concernant, déjà, il y a une question sur les données erronées, là. C'est sûr que si vous collectez des données erronées, le résultat sera erroné. Ça quand même, c'est quand même sûr. Mais nous, on avait pris, en fait, on avait pris l'avant, par exemple, à s'assurer que cela n'arrive pas. Par exemple, on demandait à prendre des photos sur les sons pour qu'on puisse savoir que clairement ce qui a été collecté, c'est vraiment ce qui a été renseigné. Le type de culture qu'on a eu, c'est vraiment le type de culture qui a été collecté. Et par là, on peut s'assurer que les données qu'on a étaient des données
étaient de bonnes données. Concernant les insectes, en fait, on peut utiliser ce qu'on appelle les indices de végétation pour suivre les cultures. Par exemple, si des cultures sont attaquées par des ravageurs, c'est sûr que cela, on peut voir ça au niveau des indices de végétation parce que chaque type de culture en fonction de son développement, il y a une valeur, il y a une valeur de ces indices de végétation qu'on attend à avoir en réalité pour savoir que cette culture-là est saine ou non. Euh, Quelle était l'autre question en fait? Jean-Paul, je pense que peut-être pour le reste des questions, on peut les répondre par Ouais, écrit, parce que comme nous avons seulement 20 le minutes temps. OK, de la OK. session. Oui, OK. Merci, Julie. OK, je vais continuer à répondre à les questions par écrit, donc. Merci. Ouais. Euh, donc, je ne sais pas si, Julie, on a un bon niveau de réponse sur le pool, là, le sondage que tu as partagé, et si on peut passer au- à la discussion à présent. On a seulement je pense que la moitié des participants ont répondu, donc nous encourageons les autres à répondre au sondage, mais je pense on peut aussi passer, on peut laisser le sondage ouvert, mais on va passer à la discussion. Parfait. Alors, du coup, comment est-ce qu'on procède? Est-ce qu'il y a des mains, est-ce qu'il y a des gens qui veulent lever les mains dans la salle? Oui, on avait, en fait, je vais mettre quelques questions de discussion dans le chat parce on voudrait en savoir plus sur vos besoins en information et aussi si à votre avis, si le résultat DURPEN pourrait répondre à vos besoins en information ou s'il y a peut-être des extensions possibles au résultat DURPEN qui pourraient vous aider à soutenir vos décisions dans vos opérations. Donc, je vais mettre une, euh, une première question dans le chat et on voudrait avoir vos réponses. Donc, notre première question pour vous, c'est quels sont vos principaux besoins en données pour soutenir vos opérations actuelles et quel type de données et de preuves pourraient aider à combler ces lacunes? Donc, la parole est ouverte. Oui, Bagoré? Ah, pardon, j'ai été sur mute. Je crois qu'il y a Alioune Seydi qui a levé la main. Oui, Donc, voilà. oui, merci bien Bagoré et merci bien à toute l'équipe et surtout félicitations par rapport à ces belles présentations et aussi ces outils qui sont pertinents, hein. Et moi, je me nomme Alim Seydi et aisément que c'est des outils qui nous sont d'un très grand apport pour deux raisons fondamentalement. On a besoin pour le suivi et l'octroi de nos crédits, mais surtout, comme vous l'avez dit, dans la prise de décision, de pouvoir connaître quel serait ou quel est l'impact du climat sur la production, mais surtout de pouvoir faire des prévisions sur une année, mais aussi sur les années à venir. Ça nous permet non seulement de nous préparer, mais aussi de pouvoir prendre la décision la plus opportune et surtout de pouvoir accompagner nos producteurs aussi à prendre les meilleures décisions. Parce que l'idée ici,
c'est de pouvoir partager l'information le plus possible et de pouvoir l'utiliser dans la prise de décision. L'autre aspect, c'est surtout aujourd'hui dans les aspects de mobilisation de la finance climatique. Vous savez tous que le point faible de nos pays dans ce processus de mobilisation de la finance, c'est l'absence de données. Quand nous sommes en train de développer des projets, dans tous les projets, il nous faut des données pour étayer les solutions que nous proposons ou bien la mobilisation que nous voulons faire sur le plan de la finance. Et c'est des informations qui nous manquent cruellement. Je prends un exemple concret. Aujourd'hui, avec le Fonds vert pour le climat, quand vous développez une concept note, vous avez besoin d'étayer tous vos propos par des informations sont de deux sortes fondamentales si vous êtes sur le secteur agricole. Donc, nous, on juge cet outil et ces différentes informations très pertinentes et vivement que ce produit puisse être finalisé et mis en ligne. Et nous portons volontiers candidats ou bien nous marquons nos disponibilités pour continuer la discussion afin de pouvoir affiner l'outil davantage et de le faire matcher beaucoup plus par rapport à nos préoccupations. Merci bien. Merci Alioune. Tu as pas précisé mais que tu es de la Banque agricole donc, au Sénégal. Hein, et donc, merci d'avoir illustré en quoi ces données pouvaient être utiles dans ton industrie à toi, quoi. Ouais, Je ne sais merci pas bien. s'il y a d'autres, je sais pas s'il y a d'autres mains levées. Euh, je ne vois pas pour le moment. Euh, donc, en attendant, peut-être, Julie, si tu le permets, moi, je suis avec des collègues de la société de collecte de lait qui travaillent avec moi. Oui. Voilà, donc eux, ils me disent que, en fait, ils sont intéressés parce qu'ils savent qu'ils ont une activité, la collecte de lait au Sénégal, dans le nord du Sénégal, une activité qui est très sensible à la pluviométrie, hein, la pluviométrie de la saison des pluies précédentes, et donc la production peut-être de fourrage, de biomasse de l'année à venir, de la saison sèche à venir. Ça impacte beaucoup euh, le lait qui va être produit dans l'année à venir, justement. Et donc, eux, ils sont intéressés par pouvoir faire un lien plus sûr, enfin plus précis, entre les quantités enfin, la quantité de pluie qu'il y a pendant la saison des pluies et peut-être la quantité de biomasse produite pendant cette saison. Et ce qu'ils peuvent prévoir, du coup, comme quantité de lait dans les mois qui vont suivre. Voilà. Donc, je partage juste cet élément d'information. Je sais, et dans les discussions, juste aussi pour inspirer peut-être les collègues qui sont autour de la table et pour peut-être rebondir à une question d'une des participantes. Je sais que dans notre zone, dans le nord du Sénégal, l'endroit où on doit mécaniser, où on doit apporter les moissonneuses, batteuses, etc., bah, plus on sait les quantités de riz qui ont été mises en production dans certaines zones, et plus on va avoir une capacité à organiser bien euh, la mise à disposition de ces machines de récolte, etc. Et donc ça aussi, c'est clair que pour les petits opérateurs euh, de ce type, quoi, des gens qui ont des machines agricoles, tout ça, du stockage, je pense que ces données-là également peuvent être très utiles. Il y avait les gens de CNT qui étaient autour de la table, Kumba Nortiam, donc c'est une entreprise dans le nord du Sénégal. Je ne sais pas s'ils veulent rebondir là-dessus. Voilà. Je me permettais de teaser un peu mes collègues Oui, avec merci. ces deux exemples. Oui, merci, Bakoré. Et en fait, je vois aussi une autre main de Marcelin Kassikalulu. Allez-y, Marcelin. Oui, bonjour. Moi, c'est Marcelin Kassikalulu. Je vous suis précisément à Goma, dans le pays de Grand Lac, ici à Goma, en République démocratique du Congo. Je venais de poser une question qui n'a pas encore été répondue, celui de savoir si les collègues des données que l'outil ici utilise viennent directement du GPS ou
cela a été récolté sur terrain. Je me rappelle que nous avons utilisé les données de la Banque mondiale sur les mesures des champs. Et arrivé sur terrain, il y avait d'autres réalités. Nous sommes arrivés sur terrain, la Banque mondiale savait que les champs n'ont jamais été occupés. Mais à notre très grande surprise, faute de l'exode rural ou des déplacés, ces terrains-là, ces champs ont été déjà occupés par des personnes. Alors, je me demande si les informations que l'outil pourra nous fournir, ce sont des informations des terrains, des informations exactes sur des mesures des champs, ou bien ce sont des données prises par satellite ou par GPS. Je ne vais pas revenir sur ce que le collègue venait d'avancer maintenant, mais aussi j'aimerais avoir aussi une aide par rapport aux outils, parce que vous savez, ici en RDC, surtout dans le monde rural, les outils aratoires sont vraiment rudimentaires et les agriculteurs sont confrontés vraiment à ces défis-là, des manques des outils. Vous voyez, euh, quatre agriculteurs qui utilisent une roue. Imaginez-vous quand est-ce qu'ils pourront cultiver un champ de 3 hectares. C'était sa préoccupation. Et la suivante, c'est sur la, la pluviosité, hein. Si vous avez aussi intégré dans l'outil le contrôle de la météorologie, et si l'outil, si une fois quelqu'un utilisait l'outil, un agriculteur, si l'outil a cette capacité de commencer à rappeler, comme un agenda par exemple, de commencer à rappeler à l'agriculteur les programmes qu'il s'est fixés pour faire le suivi de son champ ou de ses travaux champêtres. Merci beaucoup. Merci, Marcelin. Euh, Oui, euh, merci. Je pense, bon, je vais peut-être demander à mon collègue, soit Jean-Paul, soit Khadim, de répondre très rapidement à ces questions. Khadim a aussi, je pense qu'il a déjà répondu un peu dans le chat. mhm. Pour les données, on utilise les deux, les données satellites, mais aussi avec des données terrain. Khadim ou Jean-Paul, vous voudrez ajouter quelque chose? Oui, Uh, ok, Hadim, go on. Vas-y, vas-y, or Hadim. you go ahead and I can come after. Yeah. Oui, en fait, les données qu'on utilise ici pour entraîner le modèle, on a collecté des données sur le terrain. C'est en plus de ces données sur le terrain, mais aussi des indices de végétation qui ont été calculés à partir des données satellitaires. C'est tout ça qu'on a mélangé pour faire, pour entraîner le modèle et pour qu'il puisse faire pour que ce modèle puisse continuer à faire des prédictions ailleurs. Oui. Allez, Hadi. Oui, je pense que c'est ça. Donc, globalement, ici, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'il y a des types de données qu'on peut avoir que sur le terrain au début. Par exemple, le type de culture, les types de production, la quantité de production. Donc, tout ça, c'est déjà des enquêtes terrain qui permettent d'avoir ces données-là in situ, donc sur le terrain. Donc, une fois qu'on a ces données-là, on va les enrichir avec des données satellites. Par exemple, on sait que dans ce champ-là, c'est du maïs. Donc, c'est cultivé, par exemple, de juin à août. Donc, on sait que c'est la période de croissance. On sait tout ça parce qu'on est allé sur le terrain. Donc, maintenant, on va associer ça avec des images satellites durant cette période qui vont donner des signatures spectrales, donc qui vont donner encore d'autres informations qu'on va associer à ce champ-là pour nous permettre maintenant vraiment d'avoir beaucoup plus d'informations. Donc, c'est vraiment ce genre de combinaison qu'on essaie de faire ici dans Derpin et donc dans les modèles qu'on essaie d'utiliser. Merci. Merci beaucoup. Euh, Julie, je ne vois pas de... Comme il ne reste pas beaucoup de temps, en Ouais. fait, est-ce qu'on pourrait peut-être... Allez-y, allez-y. Non, Vas-y, non, Bago. pas du tout, je ne voyais pas de main, donc j'allais te dire, OK. j'allais te redonner la parole en fait. D'accord. Bon,
je pense malheureusement, on devra bientôt clôturer la réunion, mais um, je voudrais juste mettre encore une question de discussion dans le chat pour voir um, si les participants ont des réactions rapides. Um, En fait, il s'agit de vos suggestions pour des produits ou des services qui pourraient être développés à partir des données et des résultats de Durban. Donc, comme on a dit, on va bientôt partager les résultats publiquement. Mais on voudrait aussi, euh, on voudrait aussi avoir vos idées pour développer des autres produits et services. En fait, oui, des gens ont posé des questions sur comment faire parvenir ces informations aux producteurs et aux autres qui auraient peut-être des difficultés à accéder à des informations en ligne ou des informations écrites. En fait, pour le projet Durban, nous travaillons en partenariat avec la PAFO, la, euh, la plateforme panafricaine des organisations paysannes, mais aussi euh, on voudrait, euh, on voudrait faciliter que des autres partenaires, comme par exemple des entreprises privées, pourraient utiliser ces données, ces résultats, et pourraient eux-mêmes créer des autres produits d'information, des autres services d'information, euh, et pourraient les commercialiser. Comme ça, on pourrait faire étendre les résultats beaucoup plus de ce que nous pourrions faire nous-mêmes. Donc, si vous avez si vous avez des idées, des suggestions, ils seront les bienvenus maintenant, mais aussi après. Vous êtes les bienvenus à partager vos réactions et vos pensées après. Donc, peut-être on peut prendre juste une minute avant de passer aux prochaines étapes et de la clôture pour voir si des participants voudraient réagir à cette dernière question. Est-ce qu'il y a des autres produits et services qu'on pourrait développer? Et je vois une main de Alioune Sedi. Oui, merci bien, madame. Moi, je crois que le premier produit qu'on peut développer à partir de ces résultats-là, c'est tout d'abord, je crois que la plupart des participants l'ont plus ou moins réclamé. Et je ne sais pas si ce sera sous forme de flyers, sous forme donc d'audio pour les personnes qui ne sont pas lettrées. C'est d'abord de rendre l'information disponible à la grande masse. Parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des parties prenantes en ont besoin. Moi, pour le secteur qui me concerne, si l'information peut être disponible pour les agriculteurs, ce sera bien parce que, comme vous dites, ces informations permettent de prendre la décision et la meilleure. Mais trouver un moyen donc le plus adéquat pour pouvoir le rendre disponible par rapport à cette grande masse qui est pour la plupart donc qui ne parviennent pas à utiliser ces données sur cette partie, sur cette version scientifique. L'autre aspect pour nous, par exemple la banque agricole, c'est comme vous l'envisagez de le faire, c'est de pouvoir rendre les données disponibles aux institutions que nous sommes. Maintenant, chaque institution a ses propres process qui nous permet aussi d'utiliser donc ces données pour produire des informations que nous allons mettre à disposition des différents collaborateurs au niveau de la banque pour améliorer aussi notre prise de décision. J'ai bien aimé l'exemple que Bakore Bacheli a pris. Donc, pour étayer ça aussi, moi, je dis que rien que les prévisions de récolte nous permettent, nous, de dimensionner les crédits de campagne. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que positionner suffisamment de ressources pour que les récoltes puissent être achetées à date. Ça, c'est déjà une information très pertinente qui nous permet donc, nous, de mieux calibrer notre manière de faire. Merci bien. Merci beaucoup. Je crois que, Julie, j'hésite toujours à prendre la parole et je prends toujours la parole un peu avant toi. Excuse-moi, mais je crois que l'heure arrivant, je vais te laisser clôturer. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Oui, merci, merci, Monsieur Sedi. Merci à tous les participants. Merci aux présentateurs et merci beaucoup à Barbara. Merci pour ta modération excellente aujourd'hui. Je sais que
je sais qu'on n'a pas eu assez de temps pour répondre à toutes les questions, mais on voudrait continuer la discussion après. Aujourd'hui, un premier engagement, mais on va continuer. On voudrait vraiment que les résultats du projet soient utiles et soient utilisés. Donc, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on voudrait vraiment continuer la conversation avec vous. Donc, pour les prochaines étapes, on va compléter les analyses, les raffiner. Comme on a dit, on voulait déjà partager avec vous des analyses en cours, mais on va continuer et les finaliser. On va aussi organiser des événements en présentiel, des événements d'apprentissage pour chacun des 5 pays d'Urban. Donc, pour le Sénégal, en fait, nous avons un événement le 26 et 25 février. Et si des participants aussi voudraient en faire partie, contactez-nous. J'avais mis mon adresse mail dans le chat. Là, on va avoir beaucoup plus de temps pour parler en détail des résultats et aussi pour parler des implications des résultats et des usages potentiels. On va aussi organiser d'autres événements après ça, des événements soit présentiels, soit virtuels, pour partager les résultats. Et nous sommes aussi très ouverts à des consultations individuelles avec vous. Um, En fait, dans le chat, on a le sondage toujours ouvert. Vous pouvez en répondre. Il y a une question qui demande est-ce que vous voudriez que nous vous contactions pour parler de vos besoins d'information. Donc, prière de remplir le sondage, comme ça on pourra vous contacter. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Dr. Racine Lee. C'est le directeur du département à Academia 2063 qui se charge des études sur la télédétection pardon, et l'IA. Il va clôturer notre réunion aujourd'hui. Donc, à toi, Racine. Ok, merci beaucoup, Julie. Merci, chers collègues et participants, de nous avoir consacré votre temps et d'être venus nous rejoindre pour cette séance de partage. Et merci également pour les informations que vous avez bien voulu nous partager et vos retours. Je voulais remercier également Julie Collins, qui est vraiment l'artificière, si ça se dit en français, du projet Terpin. Nous sommes des contributeurs avec l'équipe. Donc, concernant les questions que vous aviez posées, malheureusement, nous n'avons pas eu assez de temps, mais je pense que certaines ont été répondues dans le chat. Euh, Notamment celle, un qui m'a marqué, c'était par rapport à la finance climatique pour la banque agricole. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons et qui nous tient à cœur par rapport à la facilitation de l'accès aux données, notamment des stocks carbone et avec l'article 6 de la UNFCCC. Nous allons voir dans quelle mesure nous pourrons aussi rajouter cette information-là dans la plateforme. Donc, ce sont des résultats temporaires. On va dire que l'aspect méthodologique est déjà en place, les données ont déjà été fournies. Donc, progressivement, les données vont être mises vont être publiées dans la plateforme et la plateforme elle-même va être ouverte au public afin que chacun puisse utiliser ces données-là pour son industrie. Donc, également, les questions par rapport à la vulnérabilité ont déjà été adressées et ça a du sens, notamment lorsqu'on parle de la pluviométrie et le capital fourrager. Je pense que Bagoré avait posé cette question-là pour la production de lait sur l'année suivante. Ce sont des profils aussi que nous allons mettre en place. Si vous regardez la plateforme Agua Customisée qui a été présentée, il y a une partie climat sur le menu qui va avoir comme contenu ces genres d'informations-là. Et enfin, je souhaiterais remercier toute l'équipe et l'ensemble de, des collègues qui sont là pour leur participation. Donc, merci beaucoup. Vous avez l'email de Julie Collins qui est partagé sur le chat si vous avez des questions ou bien qui que ce soit dans l'équipe par rapport à ces questions-là. Merci beaucoup. Merci Julie et à très bientôt. Merci aussi à Bagoré pour le chairmanship. Oui, Ok. merci tout le monde. Merci. Bon Bon. après-midi. Merci, ciao. Ciao.
Ciao, bye bye.